The following is an interview with the French composer Hugues Dufour. For those who have been following this podcast and this YouTube channel for a while, you'll notice that this episode is a little bit different, for it was conducted entirely in French. Now, this is something that I hesitated about doing because I know most of you who are following this are Anglophones. However, the opportunity of interviewing Hugues was far too good to pass up. It happens that Hugues is my neighbor. We both live in Strasbourg, and he is an immensely important figure in the history of 20th century music. Among other things, he is the originator of the term spectralism. He is one of the four composers, along with Michael Levinas, Tristan Murail, and Gérard Griset, who were at the origins, who were the pioneers of the spectral music movement in the 1970s and beyond. Hugues is a philosopher, a real professional philosopher, and also a composer. In fact, he followed two separate courses of education in his early career. So he is an extraordinary person in many regards. He is an immensely erudite and cultivated person with many fascinating insights to tell us about the early days of spectralism, how he developed his compositional style, and how it is exactly that he goes about his work. So, I also want to quickly point out that I tried something new in this interview, which is that I opened up the questions to my Patreon supporters. So what this means is, if you are supporting my channel on Patreon, you now have the opportunity to submit questions that I can ask my guests. So this is the first time that I've done this. I was delighted with the questions that I received, and so was Hugues, and I put 4 of them to him. So if you're watching this and you're not yet supporting the channel on Patreon, please consider doing so, because this can allow you to get all sorts of exclusive bonuses, such as asking questions of my guests. And also, of course, you can get CDs, you can get signed books, and you can get many, many other bonuses as well. You can get the opportunity also of participating in Q&A videos, and you can also participate in calls for scores, since I'm going to start critiquing scores in real time of people that send them in to me on my YouTube channel. So there's all sorts of things you can do, and you can become a patron for as little as $3 a month. J'ai donc l'immense honneur d'accueillir dans mon studio aujourd'hui le compositeur Hugues Dufour. Merci infiniment d'avoir accepté cet entretien. C'est un vrai plaisir de pouvoir discuter avec vous. Merci à vous. Voilà, j'ai 10 000 questions à vous poser. Mais on va peut-être commencer par une question assez fondamentale, une question de base. Alors, la musique spectrale exerce aujourd'hui encore une intense fascination sur les compositeurs de la plus jeune génération. Et non seulement en France, c'est au contraire un phénomène tout à fait international maintenant. Cette musique est devenue en quelque sorte un rite de passage pour tout jeune compositeur. Presque 50 ans après le début de cette aventure, quel regard avez-vous sur les acquis de ce courant et sur son effet sur le monde musical, tout simplement? L'effet est surprenant, compte tenu du scepticisme ambiant dans lequel nous avons défendu nos positions à l'époque, ou affirmé nos positions. Cette célébrité, je me demande si elle n'est pas, hélas, pour partie due à la disparition de Gérard Griset, qui a représenté une sorte de tragédie, mais pour toute la profession. Et là, il n'est pas question de nationalité, de continent, tout le monde a été touché. Et maintenant, quant à l'évolution, elle me paraît, l'évolution de cette musique dans le monde, elle me paraît assez normale, car la force que nous avons représentée à l'époque, dans les années 70, était une force d'anticipation. Nous préfigurions un phénomène qui s'est accompli selon d'ailleurs les normes que nous avions prévues, anticipées, et qui n'ont rien de mystérieux, puisque
l'ordinateur est passé par là, a obligé finalement toutes les générations musicales à poser d'autres questions, à changer d'échelle dans son interrogation du phénomène sonore. C'est surtout ça c'est le gigantesque microscope informatique qui a tout changé, et nous en avons eu la préscience, car rien ne permettait à l'époque où Gérard Griset a écrit Des Rives, rien ne permettait de pressentir l'évolution de la musique vers l'ordinateur. Tout au plus, avions-nous acquis tous une excellente culture technique dans le domaine électroacoustique. Mais l'électroacoustique appartient finalement à un monde encore canonique, et il n'atteint pas les échelles de l'ordinateur. Par conséquent, il n'atteint pas ce domaine des microstructures où on peut changer, convertir implicitement, progressivement l'harmonie en timbre, en bruit, en structure intermédiaire, en forme mitoyenne. Voilà ce qu'a apporté au fond la musique dite spectrale que nous avons représentée. C'est l'anticipation des formes mitoyennes qui vont se développer ensuite avec tous les moyens requis et sur toute la planète. D'un point de vue technologique, quelle a été la différence en fait entre les outils technologiques dont disposait un Stockhausen, par exemple, dans les années 50, et les outils dont vous aviez la possibilité de les exploiter dans les années 70 et au-delà? Ils étaient totaux, c'est-à-dire que les intuitions de Stockhausen avaient toutes quelque chose de visionnaire, mais quand vous n'avez pas prise sur la microstructure, sur la milliseconde, ce que l'électronique classique ne permettait pas. Vous ne pouvez pas anticiper au-delà d'une certaine limite. C'est une question d'échelle. Déjà, l'électroacoustique atteignait des échelles très fines dans l'appréhension du phénomène sonore, mais imaginez le monde astronomique d'avant Galilée. Pas possible, il y a des représentations, on peut formuler des théories, il y en a eu, des théories cosmologiques très avancées, mais sans la lunette de Galilée, pas question d'explorer les astres. Là, inversé, sans l'équivalent de ce qu'est l'informatique, c'est-à-dire le microscope informatique, avec d'ailleurs de nouvelles techniques, de nouvelles façons d'interroger, puisque ça passe toujours par du langage, de l'interrogation. Et ces interrogations, eh bien, se situent toujours à la milliseconde. C'est ça vous ne pouvez pas imaginer un monde que vous ne connaissez pas. C'est pas possible. Mais on peut même pas. Nous ne pouvions pas dans les années même 80, nous ne pouvions pas vraiment le pressentir. Ce que vous me dites me fait penser à Robert Hooke, qui était un contemporain de Newton et qui a publié un livre qui s'intitulait Micrographia. Oui. Dans lequel il explorait pour la première fois tout l'univers des objets microscopiques. Et c'est donc un livre qui a eu un impact colossal sur les sciences. Mais la question que j'ai envie de vous poser, vous parlez de la dimension microscopique de la musique. Quel a été l'impact sur votre conception macroscopique de la forme en partant de là? Alors là, votre question résume toute notre démarche,
car c'était finalement l'objet fondamental de nos discussions entre nous, avec Griset, Murail. Une fois qu'on possède la connaissance de ces structures et l'accès à ces microstructures, comment les projeter à l'orchestre. Et ça a été finalement notre apport, beaucoup plus que l'anticipation de l'infiniment petit, etc., etc. Nous avions tous une formation scientifique raisonnable, mais pas plus, pas plus. Et donc, c'était la question que nous nous sommes posée dans les années 80, comment projeter ces connaissances de la microstructure à même, je dirais même pas la macrostructure, ce sont des univers cosmologiques. L'orchestre est un univers gigantesque, avec des systèmes d'interférence enfin inimaginables. Bon. Personnellement, parce qu'il y a eu plusieurs voix, Gérard Griset, il m'est difficile de parler pour lui, et d'autre part, il n'a pris conscience de ce qu'était du pouvoir de l'ordinateur que relativement tard, lorsqu'il a fait le stage que nous avons tous fait ensemble à l'IRCAM, qu'il a découvert ce qu'était vraiment la modulation de fréquence. Et je l'ai vu d'ailleurs emporter presque chaque soir des paquets à l'époque, on faisait des tirages sur papier et des calculs. Et donc, il était absolument fasciné par cette donnée nouvelle qui était la modulation de fréquence. Et il y avait évidemment de quoi, parce que c'est très différent de ce qu'on appelle la modulation en anneau, de toutes les autres formes de modulation, pour la bonne raison et l'unique raison que l'on multiplie une ou deux, au moins deux grandeurs physiques qui ne sont l'une par l'autre, alors qu'elles ne sont pas de même nature. C'est ça, le paradoxe et le miracle de cette innovation de John Charnig. Et il avait apporté les calculs, il avait apporté également la maîtrise du phénomène, puisqu'il suffisait de modifier les indices au fond de cette multiplication pour obtenir une espèce de déploiement de l'énergie dans l'espace et le monde des fréquences. Je pense que plus fondamentalement, d'ailleurs, cette modulation de fréquence a été fondamentale pour nous faire prendre conscience d'un phénomène physique qui, au fond, allait de soi, mais qui était plutôt conservé statiquement, comme une espèce de bien acquis. Bref, quel est ce rapport de l'énergie et de la fréquence? Quand vous développez une énergie, comment va-t-elle se projeter en fréquence et moyennant quelques conversions, comment va-t-elle s'entendre? D'autre part, l'énergie peut multiplier la fréquence, mais il y a beaucoup d'autres facteurs d'incidence de l'énergie sur le monde des hauteurs. Et par conséquent, vous me demandez, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais par exemple, il y a eu une transposition quasiment littérale qui a été modulation. Et avec mon ami Patrice Boquillon, qui a été un des fondateurs de l'itinéraire et connaît la musique comme nul autre, nous en avons parlé un jour et il m'a dit, mais oui, c'est vrai que Griset, par exemple, a pris conscience de ses propres prémices avec ces nouvelles techniques. Et effectivement, quand on entend modulation, tout change. C'est-à-dire que la musique s'aère
devient infiniment mieux différenciée, déterminée. On en perçoit les progressions logiques implicites, voire tout à fait explicitées. Bref, voilà une forme et Griset, en quelque sorte, s'est emparé de ces techniques, a réécrit en quelque sorte la modulation de fréquence qu'on obtenait à l'ordinateur et l'a transposée à l'orchestre. Voilà un des exemples. Nous sommes là je parle des années 80, 81, vous voyez. Et ce sont les années des grandes mutations, y compris de l'itinéraire. Si je prends l'exemple de Murail, là j'en étais témoin direct, donc c'était là aussi, nous étions dans les années entre 78 et 80 du temps où j'ai fait Saturne également, j'ai écrit Saturne. Bon. Et il m'a expliqué avec émerveillement, il m'a dit, regarde ce que l'ordinateur permet, et donc on peut construire des échelles qui ont une signification harmonique, on peut les distordre, par conséquent on ne sait plus si c'est de l'harmonie, du bruit, la distorsion, c'est un phénomène intermédiaire. C'est pourquoi je parlais de forme mitoyenne. C'est ça toutes ces catégories de la musique dans laquelle nous vivions encore, et je dirais dans lequel même Stockhausen, enfin même le néo-sérialisme a vécu, sont des catégories d'intelligence traditionnelle. Mais à partir, même avec, je dis bien, même avec les techniques électroacoustiques. Même. Mais quel a été justement votre regard sur la musique sériale et post-sériale à l'époque? Parce que beaucoup de commentaires ont dit que les spectros ont réagi contre l'aridité, l'excès d'abstraction, le fait que cette musique se basait sur des fondements autres qu'acoustiques. Est-ce vrai? Enfin, est-ce que ça a été votre cas aussi? Vous avez raisonné comme ça à l'époque? Oui, vous savez, il y a la réalité historique que j'ai connue, et puis il y a la rumeur, et il y a la légende. Et la légende, hélas, fournit parfois des éléments à une fausse historiographie qui peu à peu devient scientifique, mais tout est faux. Alors, il est certain que d'abord nos positions étaient très différentes. J'avais travaillé dans la tradition de Boulez, dont je connaissais extrêmement bien la musique, Varèse, et puis j'ai fait à Genève énormément d'électroacoustique, technique pointue, avec Jacques Guyanet qui possédait un studio. Voilà, donc quand moi-même j'ai changé d'optique, c'est toujours dans une sorte, non pas d'exécration ou de fatigue ou de quoi que ce soit, et c'était le prolongement logique. Tout simplement, le raisonnement est simple. Si vous changez d'échelle dans l'appréhension des phénomènes, vous changez nécessairement de langage. Si vous êtes capable de passer insensiblement des hauteurs, aux paquets de hauteurs, aux agglomérats, si vous êtes capable de changer la perception de hauteur en modifiant les intensités, il est évident que vous entrez dans une logique d'interférence qui est absolument étrangère au monde combinatoire du néo-sérialisme. Mais il n'y a pas de quoi en faire une polémique. Alors d'autres ont fait passer leur agacement, voire leur exécration, mais ça, je n'y suis pour rien. Il est certain que, Griset préférait de loin la tendance de Ligeti.
il avait deux modèles, c'était Stockhausen et Ligeti. Muraille, c'était Chelsea, beaucoup Messiaen, certainement. Ravel, car la tradition ravelienne du Conservatoire de Paris est une donnée, je dirais, immuable. Enfin, c'est un socle. Et il est très, très difficile de faire la part des choix personnels, des goûts, des hostilités et de la logique. Pour ma part, c'était plutôt une logique. Mais pas simplement une logique déductive, enfin, c'était une logique quasi hegelienne. Vous changez de monde, il y a une nouvelle phénoménologie, une nouvelle logique, une nouvelle façon de sentir et de créer, c'est tout. J'essaie simplement de me projeter dans le monde des années 70 en France, au moment où vous étiez en train d'élaborer la composition de Saturne. Parce que, à mon sens, cette œuvre ne ressemble à rien qui a été écrit auparavant. Non. Elle est vraiment singulière. Et ce genre de situation me fascine toujours parce que j'ai envie de mieux comprendre quelles ont été les forces ou sinon les conditions qui ont donné lieu à une telle œuvre. Je dois avouer que j'ai du mal à me situer là-dedans parce que cette œuvre continue de me fasciner. Alors, il y a plusieurs choses en fait qui ont immédiatement retenu mon attention quand j'ai entendu cette pièce pour la première fois. La première, c'est que cette pièce est presque complètement, se détache presque complètement de la dimension mélodique. Je me suis souvent posé la question du rapport éventuel avec la vocalité dans une pièce comme celle-là. Par ailleurs, vous avez eu recours à des instruments qui sont beaucoup plus associés à la musique populaire qu'à la musique dite savante. Il y a plusieurs choses en fait qui font que cette pièce ne ressemble à aucune autre. Quel a été votre vous étiez dans quel état d'esprit à l'époque où vous avez élaboré cette pièce? En un sens, vous avez déjà tout dit, donc je vais reprendre. Et il y a l'élément politique qui était quand même, pour moi, fondamental. Et il faut se souvenir que je ne venais pas de Paris. J'ai écrit cette œuvre à Paris, mais l'expérience que j'ai pu faire, j'ai vécu à Lyon, à Genève, en Italie, mais très peu à Paris. J'ai trouvé effectivement, avec l'itinéraire surtout, des conditions exceptionnelles, car il y avait une ouverture d'esprit. Donc, un scepticisme, mais pourquoi pas? On va le laisser faire et même on va l'aider. Donc, il est vrai qu'avec Saturne, j'ai explicitement, c'était vraiment délibéré, tenté de faire la jonction, sans postérité, de la musique savante et de la musique populaire. Et de fait, c'est l'œuvre qui doit le plus dans ma production à la musique populaire. Alors, on dit populaire, mais qu'est-ce que c'est? C'était d'abord, la musique populaire, c'était le monde de la guitare électrique, c'était le monde de l'électronique en direct. Nous avons d'ailleurs créé l'ensemble des instruments électroniques de l'itinéraire qui était là, à l'image de la pop, c'était un groupe de live musique. Donc, il y avait quoi? Il y avait une guitare basse. Tristan Muraille et Françoise Bellier tenaient originairement les ondes Martenot.
Et Murail était très, très habile. Il a toujours été extrêmement compétent, même pratiquement, enfin, dans le domaine pratique. Donc, nous avons développé les claviers. Et je crois que pour parler aussi de cette nouvelle formation qui doit beaucoup donc à la pop, oui, la pop et d'autres groupes, il faut que j'exprime ma dette à l'égard de Claude Pavie, qui a été donc pratiquement avec Murail la base de ce groupe. Pavie était un guitariste venu du monde du jazz, de la pop. Il a même été à la fin, dans la dernière tournée d'Yves Montand, il était son guitariste, c'est vous dire son niveau. Et d'autre part, Claude était ingénieur en électronique. Voilà la clé. C'est-à-dire que et Murail était très formé dans ces domaines. Donc, et il y avait le quatrième larron, François Bouche, que vous connaissez, qui était directeur du conservatoire, et qui connaissait très bien, c'était son instrument, la guitare basse. Donc, quand nous avons réuni ces instruments, c'était pas dans un but simplement de juxtaposition. Et Saturne, on se méprendrait si on pensait que j'ai pris de guitare et de clavier et c'est tout. Non. Et nous avons construit ensemble une espèce de pilotage de système d'interférence entre ces instruments électroniques avec tous les effets permettant toujours l'interférence, c'est là qu'est ma logique, permettant, si vous voulez, tous les effets connus à l'époque à l'ordinateur. Donc, comme je n'avais pas d'ordinateur, c'était trop tôt, il n'y avait pas de petits ordinateurs de poche, mais nous connaissions quand même la logique. Donc, Saturne, je ne parle là que de l'électronique, est pas simplement un agencement d'instruments, c'est une construction modulaire, absolument délibérée, consciente, programmée, construite à l'aide de Claude, qui est ingénieur en électronique. Donc, vous voyez, ça change. Et donc, tous les câblages, etc., tout cela était conçu de façon à avoir la maîtrise d'absolument toutes les interférences. C'était mon but. Donc, on me dit musique spectrale, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord ça, dans mon esprit, c'était d'abord de maîtriser toutes ces interférences qui, certes, ne passaient pas encore par le domaine numérique, sauf pour certains cas. J'ai utilisé tout ce qu'on pouvait utiliser à l'époque, hormis le Prophète que je suis allé voir derrière sa vitrine lors de l'expo à la Cité de la Musique, avec beaucoup de... Donc, nous avions tout l'équipement des Pink Floyd. Je suis allé le vérifier. Il m'a manqué le Prophète, je ne l'ai pas eu. Et donc, oui, je l'ai vu derrière. Mais vous avez eu le Crumar. J'ai eu le Crumar, oui, bien sûr. Mais on avait ce qu'il y avait de plus pointu à l'époque. Et chose qu'on oublie, on oublie maintenant, les histoires sont partielles. Nous avions déposé un projet que nous avons soumis à Maurice Fleuret, qui était à l'époque directeur de la musique. Et Murail et moi, nous avons donc déposé un projet de constitution d'une sorte de groupe d'instruments électroniques, ce qui est devenu l'organum de Saturne. Puis ensuite, ça a servi à bien d'autres choses. Mais là encore, c'était un projet soumis au ministère, donc ça a été contrôlé. Il y a eu l'aval des techniciens et des inspecteurs de la musique. Enfin, ça ne se fait pas
comme ça, on ne s'équipe pas comme ça. Donc, vous voyez, Saturne vient de loin, en un sens, parce que nous avions fait avec Murray, à nous deux, l'inventaire d'absolument... On a fait toutes les boutiques, vitrines, que sais-je, de Paris. Et on a passé un temps fou à examiner, comparer, voir les possibilités. Donc, quand je dis là, c'est un travail d'équipe, mais oui, mais même intense, car il y avait de la compétence et de la passion. Et Claude, de son côté, dans le monde des guitares, mais il m'a appris la guitare et c'est tous les raffinements, mais pas simplement, quand je parle de raffinement, pas simplement les systèmes de pédales, etc. Ce sont les techniques de programmation, donc comment monter un circuit pour donner telle ou telle perspective au son qui va pas simplement s'amplifier, mais se muter. Donc là, il y avait une programmation de pédales, et donc c'était des programmations. Donc j'avais prévu tel son, puis tel son, puis tel son, etc. Même chose pour la guitare basse. Il y avait également, alors je ne sais plus jusqu'où nous avons poussé le vis, mais les ondes Martenot n'étaient pas toujours pures, elles étaient branchées sur quelque chose. Donc vous voyez, c'était l'époque où l'électronique en direct, c'est tellement des Beatles, mais aussi des Pink Floyd, enfin de tant d'autres. Et c'était également l'électronique qui était une espèce d'image sonore des romans d'anticipation qui faisaient Flores à l'époque. C'était un monde anglo-saxon, américain. Enfin ça, bon, c'était clair. Et donc, vous voyez qu'il s'agissait beaucoup plus que d'introduire un petit son électronique dans un ensemble. Et il est évident que là, j'ai compris, par exemple, que ces sons pouvaient être de la guitare pouvaient être très graves, fondamentaux, sonner comme des tuyaux d'orgue dans le grave, mais beaucoup plus raboteux, beaucoup plus... Le sol est rude, et beaucoup plus... Enfin... oui, sombre, agressif, c'est du pavé, enfin, c'est un monde assez noir, du bitume. Voilà ce que c'est comme fond. Mais donc, là, le rapport du son et du bruit, bon, n'était même plus problématique, il n'existait plus, donc le rapport du son et du bruit posait de nouveaux problèmes de composition, de maîtrise, de sensibilité et d'expression. Alors, l'électronique me permettait deux choses qui sont impossibles avec le monde instrumental. C'est d'introduire le bruit jusqu'à l'extrême, ou la distorsion, etc., ou bien d'aller directement avec l'onde Martenot du côté où la guitare, du côté du son, ou n'importe quel instrument, un clavier électrique, et du côté du son pur, qu'on n'a pas, donc la quasi-sinusoïde. Mais cette sinusoïde a des vertus absolument prodigieuses parce que ce sont des éléments de diffraction. C'est-à-dire que vous avez une matière sonore composée de vents. C'est pourquoi j'ai choisi tous ces vents un peu bruiteux, évasés, flûte basse, contrebasse, clarinette contrebasse, etc. Car l'électronique me permettait de balayer en quelque sorte tous ces sons, une sorte de rayon laser. Et vraiment, l'électronique permet de diffracter le son donc des clarinettes contrebasses, le son des flûtes contrebasses. Et ça ne se marie pas, mais l'électronique permet une perception autre des composantes
de l'instrument avant, assez évasé. Alors justement, c'est une musique extrêmement fusionnelle, si bien que si on n'a pas la partition devant les yeux, on peine à imaginer les combinaisons instrumentales. Enfin, ce n'est qu'après coup que j'ai appris qu'il y avait effectivement un haut à baryton dans l'instrumentarium. Je n'aurais jamais pu le savoir si je n'avais pas accès à la partition. En ce sens-là, c'est une musique qui s'inscrit peut-être davantage dans la continuité de la tradition straussienne, c'est-à-dire une musique où, si on pense par exemple au Vier letzte Lieder de Strauss, où on n'entend pas des instruments individuels, mais plutôt une masse sonore, et ce serait pour moi donc l'inverse total d'un Stravinsky, où on est en permanence conscient de l'identité de chaque instrument individuel. Est-ce que vous voyez les choses de cette façon-là? Oui, est-ce qu'il y a, absolument. Une filiation Mais Strauss, je suis d'accord, mais il faut remonter jusqu'à Wagner, puisque ma référence globale était Strauss, mais ma référence encore plus consciente était Wagner. Car l'opération wagnérienne, quand même dans son orchestration, son opéra, a consisté à abaisser tout son orchestre d'une octave. Disons que c'est quand même très consciemment... par rapport à Strauss, l'intuition, je connaissais Strauss et l'intuition était la référence était plus diffuse. C'est un orchestre qui se donne pour une totalité indissociable, pas tout à fait indistincte, mais il est difficile d'en repérer et identifier toutes les voix. Mais il faut remonter à Wagner qui change l'orchestration en abaissant tout son orchestre d'une octave. Et donc, il va donner une vie à ces voix qui étaient par essence, par tradition, un peu, c'est la zone amorphe, la zone de la première octave de l'alto. On ne sait pas trop comment la remplir. Lui donne à cette région une fonction principale, ce qui permet de plonger dans les graves comme élément de contrepoint ou différenciation ou support de timbre, et ce qui libère tout cet espace de la clé de sol dont il fait tout à fait autre chose. Et c'est un peu... j'ai pris cet exemple car en utilisant principalement des instruments avant graves et très graves, on changeait évidemment tous les équilibres de la sonorité de l'orchestration traditionnelle, de l'écriture pour vent. Mais cela me permettait évidemment de libérer l'espace de la clé de sol, enfin du ut et au-delà, pour les sons transparents de l'électronique, voire la lutherie, enfin les sonorités fines de la percussion, vibraphone, etc. Et ça m'a permis, enfin, de construire une orchestration d'un autre type, puisque les sons très très évasés, enfin presque comparables à ceux d'un tuba, les sons donc de clarinette, toutes ces sonorités de basson, je crois qu'il y a le basson quinte, il y a le hautbois d'amour, si je ne m'abuse, enfin, qui sont des sonorités. Alors pourquoi est-ce que je les ai prises? Parce que ces instruments ne s'assortissent plus de la même façon. Donc il faut recréer
une orchestration. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas écrire pour basson coin quinte au bois d'amour, etc. Cordes bassées, vous ne pouvez pas écrire comme vous écrivez en respectant les lois traditionnelles de l'orchestration tirées de Rimsky. Bon, pour flûte, au bois, clarinette, etc. Ça n'a pas de sens. Donc il faut réinventer une orchestration, notamment en prenant en compte les densités des instruments respectives des instruments, voire leur prégnance. Il y en a qui sont intenses, qui sonnent comme des plaintes, il faut les laisser sonner comme des plaintes, ils sont beaucoup plus individualisés que les instruments traditionnels d'orchestre qui, eux, sont conçus exclusivement pour l'intégration fonctionnelle. Quand vous dites densité, il faut entendre la densité spectrale ou... Il y a plusieurs types de densité, mais spontanément, j'entendais, si vous voulez, ce rapport. Prenons le tuba, il n'est pas très dense, mais très évasé, et la colonne sonore monte très haut dans les aigus, si bien que Strauss, pour revenir à lui, a fini je ne sais quelle pièce, j'ai en mémoire sur un tuba plus des harmoniques de flûte. Et ça, c'est très fort comme perception, comme savoir de l'orchestre, comme intuition. Et j'ai beaucoup appris de ces types d'orchestration limite, parce qu'il ne suffit pas de connaître l'acoustique, etc. Il faut savoir comment tout cela va se comporter dans un orchestre. Et certains, comme Strauss, sont plus doués que d'autres, vont plus loin dans la perception des rapports de sonorité. Alors pour en revenir à ces densités, eh bien, les clarinettes contrebasses, voire basses, le contrebasson, etc., sont des sons qui occupent beaucoup d'espace, mais ne sont pas très denses au sens où on ne peut pas identifier immédiatement. Ils occupent trop d'espace pour identifier immédiatement la sonorité, alors que le basson lui-même est beaucoup plus dense. Le hautbois l'est, et au fur et à mesure que vous montez les instruments dans les aigus, les instruments sont beaucoup plus denses et prégnants. Donc, or, ces rapports... Donc, vous pouvez imaginer parfaitement des enchâssements de densité, tuba basse surtout, clarinette contrebasse ensuite, etc. Il ne s'agit pas d'empilement sonore, il s'agit vraiment de volumes sonores qui s'imbriquent ou s'emboîtent les uns dans les autres et vont sonner comme tels. Il n'y a pas beaucoup d'interférences, donc la sonorité résultante va être difficile à identifier, mais elle sera globale, un peu confuse, même si elle est belle. Et donc, c'est le moment ou jamais d'introduire soit des éléments de percussion encore plus diffus, comme les cloches plaques, les tôles, dont, si elles sont correctes, sonnent très très bien, de façon impressionnante. Mais c'est une façon donc d'évaser encore la sonorité et de la rendre diffuse. À l'inverse, vous pouvez rétracter cette sonorité d'ensemble en introduisant, par exemple, le corps anglais dans l'aigu,
qui sonne, alors qui pénètre tout, une espèce de plainte qui traverse tout. Mais vous avez également la clarinette en mi bémol qui remplit ce type de fonction. Et la guitare, évidemment, dans les aigus. Donc, vous voyez, il faut percevoir absolument tous les instruments d'une manière différente. Donc, il faut concevoir l'instrumentation elle-même d'une façon différente. Et donc, l'instrumentation va jusqu'à la conscience de la lutherie. Et c'est une époque où, les années 70, nous étions très conscients des possibilités de la lutherie jusqu'à la flûte qui est restée virtuelle, mais enfin octobasse, etc., etc. Mais bon, tout ça n'a pas eu de suite, mais c'est pas parce que cela n'a pas eu de suite que nous n'étions pas dans le vrai, historiquement. Et donc, d'une certaine manière, si Saturne est resté une pièce sans lendemain et sans suite, cela ne veut pas dire que les intuitions qui la sous-tendent n'ont pas encore aujourd'hui leur fécondité par les problèmes qu'elle pose. Donc en fait, il y a eu chez vous une prise de conscience de la nouvelle lutherie qui a eu des incidences très profondes sur votre langage musical. Ce qu'on ne peut pas dire pour citer à nouveau les céréales et les post-céréales qui n'ont pas eu cette préoccupation. Vraiment pas. Donc, avec ce changement de moyens, avec la possibilité d'écrire pour ces instruments que vous venez de citer, ça a eu des conséquences importantes sur l'agencement de la forme, sur la conception même du matériau musical. Oui, totalement. Totalement. Et disons que cette conscience était déjà acquise, élaborée avec Saturne, qui précède très largement l'ère de l'ordinateur. Alors, j'ai dit que la musique spectrale avait anticipé sur l'ordinateur. L'ordinateur a modifié les choses, mais la conscience d'orchestration qui en est résultée est relativement, je l'ai toujours trouvé, un peu pauvre. C'est-à-dire qu'elle est soit... C'est un décalque bien fait, mieux fait d'électroacoustique. Et soit c'est une instrumentation, on en tire une instrumentation encore plus parfaite de données très, très, très traditionnelles. C'est-à-dire que qui fait les traités d'orchestration aujourd'hui, ce sont des musiciens très bien formés, qui font de l'informatique, qui font du son de synthèse, mais qui n'ont pas beaucoup d'idées sur les possibilités même de ce qu'est une lutherie, une orchestration. Ils n'ont pas quand même pratiqué l'orchestre, que je sache. Donc, il règne dans le milieu de l'informatique, beaucoup de connaissances bien sûr, mais il règne une docte ignorance. La docte ignorance des années 80 est doublée, une suffisance quand ce n'est pas de l'arrogance, c'est extraordinaire. Et il en est résulté un monde à la fois savant, indiscutablement, très pragmatique, donc avec très peu de théorie. On a des expédients informatiques. Et puis, en même temps, il y a d'excellentes analyses, comme il n'en a jamais existé, de ce que sont les spectres des instruments, de ce que sont les intensités respectives de chaque fréquence constituant un spectre instrumental. Ça, c'est tout à fait nouveau. Il y a aussi une analyse en règle, ce qui n'a jamais existé auparavant,
des sonorités limites, donc ce qu'on appelle les sonorités, les techniques extended techniques, les techniques élargies. Et ça, l'informatique suit et traduit fort bien cette expérimentation sonore. Et s'il ne s'agit pas de lutherie, mais d'exploitation finalement, des ressources classiques de l'instrument, mais qui vont très loin et qui ont assimilé les apports du jazz. Là, il y a une fusion totale entre le monde du jazz et le monde instrumental dit savant. Il y a là un parallèle qui va peut-être vous déplaire, mais en fait, je pense à la querelle entre Hindemith et Schoenberg à un moment donné. Schoenberg qui avait systématiquement rejeté l'organisation tonale de la musique, et qui a en fait développé un art harmonique qui est presque un déni systématiquement en fait des fonctions tonales. Et Hindemith qui, à l'opposé, a souhaité élargir le champ du possible dans le domaine harmonique, mais sans pour autant rejeter complètement l'harmonie par tierce, par exemple, ou la fonctionnalité tonale. Il a vu ça plutôt comme un élargissement que comme un langage qui pouvait en replacer un autre. Si je pense à votre musique dans ce contexte et aussi à celle de Lachenmann, je vois chez Lachenmann l'idée plus ou moins d'un rejet du beau son, entre guillemets, un rejet du son, ce qu'il appelle le son philharmonique. Ah oui. Voilà. Tandis que chez vous, il y a bien entendu ce qu'on appelle des extended techniques, des modes de jeu novateurs, on va dire, mais sans pour autant nier l'aspect beaucoup plus classique, la technique beaucoup plus classique des instruments. Est-ce que ce parallèle vous paraît complètement farfelu ou est-ce qu'on peut, autrement dit, imaginer une musique qui intégrerait les acquis du passé, les techniques, sans pour autant s'arrêter là. On peut continuer à faire évoluer le langage musical sans qu'il n'y ait forcément de notion de rejet violent. Rien de ce que vous me dites ne me choque, et pour m'en référer alors à ma propre histoire personnelle, il est évident que au cours de mes études, je suis parti de Schoenberg, et plus encore que de Boulez ou d'autres, car je percevais quand même chez Schoenberg une science de l'orchestration qui transparaissait à travers toute sa logique d'interdit. Donc, ça sonne pas toujours bien, mais c'est toujours savant. Et donc, il faut y regarder de très près. Alors, cette logique de l'interdit, effectivement, je l'ai intériorisée peut-être plus que quiconque. Ça, c'est une chose. Et ça a donné, finalement, ces interdits, il m'était difficile d'aligner 3 accords, mais peu à peu, j'ai fini par trouver des logiques harmoniques qui respectaient cette logique d'interdit schoenbergien, qui est beaucoup plus exigeante que toute forme de logique combinatoire post-sérielle ou néo-sérielle. Parce que dans ces combinatoires, je repère toujours des empilements de tierces, des septièmes qui constituent la base, etc. Toute chose malencontreuse si on s'inscrit dans une logique nouvelle. Et chez Schoenberg, non, beaucoup moins. Bien, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, contrairement, ça vous étonnera peut-être, mais pour ce qui est du domaine instrumental, je reste un fan de Hindemith. Et qui écrit mieux pour les cordes que Hindemith, qui est plus inventif encore aujourd'hui.
Mais Hindemith a inventé, on voit bien des accords avec les 4 cordes. C'est prodigieux. Il y a des intervalles très éloignés. Il y a une connaissance des instruments à cordes absolument faramineuse. Enfin bon, qui n'ont guère ou pas d'équivalent. Alors, si, il y a bien des équivalents aujourd'hui dans des musiques que j'apprécie pas plus que ça par ailleurs, mais chez les Russes, on trouve également cette science, non pas de l'orchestration, mais une connaissance des ressources des instruments à cordes qui est quand même très impressionnante. Alors, pourquoi s'en priver? Enfin, maintenant, pour ce qui est ensuite de la logique harmonique, une fois que tous ces interdits sont constitués, il s'agit de faire sonner quand même un orchestre. Et le but est quand même que l'orchestre ne soit pas hideux, donc ou ingrat. Et mon but n'était pas de faire sonner malencontreusement l'orchestre. À quoi bon? Enfin, à quoi bon prendre un orchestre au fond, si c'est pour le dévaster. Bon, alors à part transformer l'orchestre en chant de ruine, il faut repenser. C'est une chose que j'ai faite de façon très méthodique. J'ai lu, fait beaucoup plus que lire. J'ai appris, évidemment pas simplement les traités de Rimsky ou de Casella, etc. Mais par exemple, il y a un orchestrateur totalement oublié, sauf pour son tome 1, qui est Koechlin. Mais le traité d'orchestration de Koechlin, je l'ai travaillé toute ma vie. Travailler n'est pas assez dire, je l'ai appris par cœur. Donc toutes ces formules absolument incroyables que suggère et dont il ne se sert pas, car son génie d'orchestration ne va pas jusqu'à s'étendre aux Seven Stars, ou enfin à sa production même. J'ai vérifié moi-même, je me dis, c'est beaucoup plus banal, alors que Koechlin, théoricien, est inspiré par tout ce qu'il lit. Il connaissait tout. Il connaissait Debussy, évidemment, intimement, mais Ravel, mais tant d'autres. Enfin, Schoenberg, il y a des exemples tirés des partitions les plus contemporaines, et à partir de là, il extrapole. Alors, je suis allé, comment dire, la prétention presque, impudente d'aller plus loin, mais ça a été une base, vous comprenez, qui n'était pas du tout académique, car Koechlin était polytechnicien, il ne faut pas l'oublier. Donc, quand même, Polytechnique vous apprend à formaliser un problème acoustique, vous apprend à tout formaliser dans l'écriture musicale, à bien entendre, à comprendre quels sont les rapports déterminants dans une structure instrumentale, d'orchestre. Vous trouvez... j'ai donc... j'ai travaillé. Et j'ai travaillé en un sens qui était, au fond, plutôt étranger à mes contemporains ou prédécesseurs immédiats. Je ne vois pas il n'y a rien de semblable chez Ligeti, chez Stockhausen, voire chez Boulez, qui est beaucoup plus directement inspiré de Messiaen, toujours. Enfin, Messiaen est omniprésent. Mais c'est une logique d'orchestration qui ignore totalement les voies ouvertes par Koechlin.
Il est évident que l'électroacoustique m'a formé à autre chose, donc m'a conduit à traiter l'orchestre aussi de façon tout à fait différente. Mais ça ne résout pas le problème harmonique. Comment faites-vous un accord à l'orchestre? Et aussi la question comment dire, du mouvement au sein de cette musique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une œuvre comme Saturne avance? Qu'est-ce qui fait qu'on ressente un mouvement sur les 43 minutes de l'œuvre? Et ces mouvements sont... Vous faites bien de prendre les choses comme ça, parce que ces mouvements sont tous intériorisés, c'est-à-dire que même quand il y a des déflagrations, ce sont pas des déflagrations qui éclatent, qui vont du dedans au dehors, ce sont des implosions. Donc tous les mouvements, aussi larges soient-ils, sont intériorisés, sont centripètes, pas centrifuges. Déjà, c'est une sorte de conception du mouvement un peu différente. Il y a des mouvements extrêmes où j'ai fait... il y a un très long passage, je crois, de modulation en anneau. Je ne sais pas si j'avais déjà la modulation de fréquence, mais enfin, il y a un long continuum de sonorités presque intenables électroniques qui sont accompagnées par les 6 percussions qui forment un tapis, un grain d'éclat, le tout assez strident. L'idée est simple, c'est une idée fondée sur la psychoacoustique. Une structure est intolérable à l'oreille, sauf si elle est masquée ou accompagnée par une autre structure intolérable à l'oreille. Si vous les mettez ensemble, le tout est pénible, à la rigueur fascinant, mais n'est plus acoustiquement insupportable. Alors voilà une... Oui, donc il y a un long passage qu'il faut analyser comme ça, parce que sinon on ne peut pas comprendre ce que j'ai fait, même techniquement. On peut le décrire, mais pas en comprendre la raison. Il y a effectivement un énorme travail harmonique avec... où j'ai essayé, par exemple, des ajustements, des assortiments de sonorités avec la guitare électrique, des auréoles et puis des sons extrêmement graves qui sont... Donc, il n'y a pas beaucoup de notes, ce sont des accords parfois constitués de 3 notes. Il n'y en a même pas 4, mais ils sont tellement chargés, si vous voulez, non pas chargés, mais ils créent des milieux, des sortes, oui, ce qu'on appelle l'aura, donc des milieux qui se diffusent dans l'espace, et diffusant dans l'espace, ils interfèrent entre eux. C'est toujours cette même logique. Donc, l'accord n'est plus un accord, il devient une matrice dans l'espace et donc appelle à un autre accord, et c'est là qu'il faut travailler l'harmonie. Vous ne pouvez pas vous permettre une seule note ratée dans votre harmonie, aussi pauvre soit-elle. Car il faut chercher, il faut être capable de faire d'écrire de l'harmonie très pauvre, comme disons à la fin du Moyen-Âge, mais qui soit consistante. Inversement, il faut aussi être capable de faire sonner tous vos pupitres de façon cohérente ou originale. Alors, effectivement, ce sont
les problèmes de Coquelin, qu'est-ce que vous faites avec deux hautbois, de clarinette, et puis si on arrive à 3, qu'est-ce que ça devient? Et bon, comment constituer un accord homogène avec 5 pupitres différents? Et il doit quand même sonner de façon homogène. Mais c'est pas donné. Ça s'apprend. Enfin, vous avez toutes les ressources, mais effectivement, dans Saturne, j'ai poussé l'inventaire beaucoup plus loin, puisqu'il y a cet énorme travail de percussion qui est issu d'Hervonne. Enfin, donc, j'ai passé 4 ans à écrire Hervonne, donc il en reste effectivement une certaine science. Mais j'ai beaucoup appris du domaine de la percussion, qui est tout sauf percussif. Donc là, j'ai cherché, au fond, à développer une percussion entièrement intégrable, d'où Saturne, entièrement intégrable à l'orchestre, et qui supprime, au fond, toute notion d'impact. Donc j'ai cherché des compositions de frottement, de grains, de résonance, mais en faisant disparaître les impacts. Ce sont souvent des nappes sonores. Des nappes, voilà. Et ces nappes flottent dans l'espace acoustique, et viennent non pas s'agréger, non pas interférer, mais c'est comme ce qu'est le monde sonore. Elle traverse le monde des vents sans toutefois fusionner. Donc, on a un phénomène qui n'est même pas, là, un phénomène acoustique qui n'est même pas de l'interférence, c'est vraiment des nappes qui s'entrecroisent et qui donnent des réalités acoustiques originales, sans vraiment entrer encore dans le domaine de l'interférence, qui est un autre problème. Alors, une fois ce domaine acquis, j'ai quand même passé de nombreuses années à le travailler, je me suis effectivement attaqué au domaine des vents, et ces vents, bon, ne sortent pas de nulle part. La quintessence quand même des vents a été donnée par le Conservatoire de Paris, qui lui-même a formalisé tous les acquis de la Révolution française. Les vents, c'est aussi le monde des armées, le monde de ces trompettes, ces sonorités ont été énormément travaillées à l'armée, sur les champs de bataille. Je n'y étais pas, mais il en reste quelque chose, en tout cas dans le domaine des cuivres. Ces sonorités, des cuivres et des cuivres clairs, enfin bon, on ne peut pas entrer dans d'infinies distinctions, mais ces associations, si vous voulez, débordent de très loin le cadre de l'orchestre. Et j'ai essayé quand même de comprendre sur quoi elles étaient fondées. Et il y a une association directe des vents et de la percussion qui ne doit absolument rien ni à l'orchestre ni au tapis de cordes. Il faut en être conscient. Et plus tard, donc, j'y ai adjoint l'électronique. Cette électronique en direct, mais dont je vous ai dit qu'elle était déjà fondée sur une logique modulaire, d'association modulaire, donc c'est de la pré-informatique. Et ça n'est que beaucoup plus tard, au fond, dans ma production, que je me suis attaqué au domaine des cordes, qui constitue la base de l'éducation musicale du compositeur, du musicien. Et
mon appréhension des cordes a été lente à travers ce genre de prisme. Et là aussi, j'ai cherché, non pas les domaines extrêmes, mais quand même les phénomènes acoustiques, les phénomènes d'interférence qui existent également dans les cordes. Mais bon, il faut non pas oublier, on n'oublie pas, mais ne pas chercher l'expression lyrique immédiate, enfin expressionniste. C'est ça, c'est. Justement, c'est une question que j'avais plus ou moins soulevée au début de notre entretien. Quel est le rapport à la vocalité dans cette pièce? Parce que certains commentateurs ont reproché à la musique spectrale d'ignorer plus ou moins la dimension mélodique. Je ne suis pas de cet avis, mais j'aimerais connaître vos pensées sur cette question. Si vous voulez, si la mélodie accompagnée, non. La voix, mais sauf, bien, on en a fait, mais la mélodie, on la considère encore trop comme une sorte de ligne. Mais le mélos, c'est pas forcément une ligne. Ça peut être un intervalle occupé, ça peut être une dynamique. Et le mélos inclut la respiration, les souffles, donc les souffles qui viennent d'en bas, les souffles des enfers. Bon, il n'y a pas que les voix célestes ou les voix d'expression bourgeoise. C'est immense. Le monde mélodique, ce qu'on appelle le monde mélodique, qui comprend effectivement l'homophonie, l'hétérophonie, etc. Mais tout cela peut se fondre, se différencier, se tamiser dans une conception beaucoup plus large, globale et savante de l'orchestre. Car on me dit, bon, il n'y a pas de mélodie, mais on ne peut pas donner à l'auditeur ce qu'il attend avec des a priori ou une éducation musicale limitée. C'est pas possible, on ne peut pas. Là aussi, il faut faire progresser l'écoute. Donc, en même temps, je trouve qu'il y a un pouvoir d'expression immédiate chez vous qui est assez puissante. Enfin, moi, personnellement, quand j'écoute des œuvres assez longues de vous, que ça soit Saturne ou Burning Bright ou encore La Maison des Sourdes, par exemple, je ne m'ennuie pas une seconde. Enfin, et en plus de ça, j'ai l'impression, malgré le fait que dans ces pièces-là, c'est vrai qu'il y a relativement peu de... Enfin, il y a quasiment pas de moment de rupture. Ce n'est pas votre... non. Voilà, ce n'est pas votre style. Mais il y a quelque chose, je reviens là-dessus, encore une fois, il y a quelque chose qui fait que ça avance et qu'on reste fasciné du début à la fin. Et j'ai du mal à percer ce secret. Vous avez beau m'expliquer le fondement de votre pensée, les théories, les recherches que vous avez menées, il y a quelque chose de l'ordre du secret dans cette musique qui me résiste et qui est peut-être la source aussi de sa fascination. Qu'en pensez-vous? Un compositeur est, au fond, par définition, opaque à lui-même. Donc, on ne sait pas. Effectivement, je peux vous donner toutes les raisons les mieux formulées. Est-ce que je vais au fond des choses? Je n'en sais rien. Néanmoins, j'avais une certaine vision, conception de la musique. Il y a des musiques au fond, toutes les musiques très extériorisées m'ennuient. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Les grands de la tradition. C'est pas moi qui l'invente, cette
tradition. Alors, qu'est-ce que j'ai cherché dans l'écriture musicale? Quelque chose de comparable à ce qui s'est passé dans la peinture, c'est-à-dire la création d'un monde qui n'est que la genèse de lui-même. Donc, aucune catégorie extérieure ne peut lui être véritablement appliquée. Donc, inutile d'aller chercher des constructions formelles, du contrepoint délibéré, etc., etc. Pour moi, ça n'a pas véritablement de sens, étant donné que je ne suis sensible que... Alors, Debussy aurait dit, mais aux choses impondérables, vagues, mais oui, ce sont c'est de la fluence. Alors, chercher une image équivalente, vous ne la trouverez qu'en hydraulique, vous la trouverez dans le domaine de la connaissance de la dynamique de l'air, ou enfin des gaz. Mais c'est une dynamique, il y a une logique, elle me convient beaucoup mieux que l'expression de la musique à travers des lignes bien découpées, arrêtées, avec des déductions. Quelque chose qui s'auto-engendre, invente chemin faisant ses règles, mais ne peut pas s'appuyer, sauf sur le passé qu'elle vient de constituer immédiatement. Mais une œuvre qui n'est que genèse d'elle-même ne peut pas ni se déduire, ni s'anticiper, ni se fonder sur des constructions formelles qui les explicitent. Tout ça est absolument dépourvu de sens. C'est pourquoi j'ai fait de la musique. J'aurais pu ne faire que de la philosophie, ou que de la philosophie des sciences, qui m'a tout particulièrement passionné par ailleurs. Mais non, c'est pas ce à travers quoi je m'exprime le plus fondamentalement. Alors, il y a quelque chose, effectivement, vous avez raison de le dire. Le secret, je n'en sais rien, mais la transcription, on est un peu comme le pêcheur à la ligne qui attend de ferrer le poisson qui ne viendra peut-être jamais. Enfin, c'est ce monde incertain de la pulsion à laquelle il faut donner une forme indirecte, puisqu'on ne peut jamais l'appréhender par elle-même, la pulsion. Mais le monde, ce monde qui a été si bien décrit par Freud, et qui, par définition, nous est fermé à nous-mêmes. Nous pouvons tout juste le transposer, l'entrouvrir, inventer des interstices pour entreapercevoir les abîmes, c'est tout ce qu'on peut faire. Alors, voilà ce qui m'intéresse, c'est que seuls les sons peuvent donner. Le reste, toute autre forme d'art ne le donne pas. Et la spéculation philosophique, qui est prodigieuse, ne le donne pas non plus. Donc, voilà pourquoi je ne fais que de la musique. Enfin... Il y a encore deux sujets que j'aimerais aborder avec vous. J'aimerais qu'on se penche à nouveau sur la question des musiques populaires, notamment, et plus spécifiquement sur l'apport des Pink Floyd sur l'écriture des années 70, non seulement votre écriture, mais aussi celle de vos je ne vais pas dire collègues, il y a un mot génial de Lachenmann qui dit que les compositeurs ne sont pas collègues. Les serveurs sont des collègues, mais pas les compositeurs. En tout cas, vos compagnons de route, pour ainsi dire. Donc,
Il y a chez les Pink Floyd des années 70 une certaine fascination pour le timbre, pour les nouvelles techniques, les nouvelles techniques sonores, mais aussi d'enregistrement, de mixage et de diffusion du son dans l'espace. J'ai du mal à imaginer que ces innovations-là sont passées inaperçues dans le milieu de la musique savante. J'aimerais savoir comment vous avez perçu ça à l'époque et quelle a été l'influence, l'impact sur votre travail. Et le problème, ce sont les limites de la mémoire. Il y a plus de 50 ans que tout cela s'est passé. Et je crains les erreurs rétrospectives. Mais ce que je puis en dire de façon immédiate, est-ce que j'en ai beaucoup écouté? À l'époque, oui, grâce à Claude Pavie, toujours, dont j'ai parlé, qui ne m'a pas simplement ouvert, si je puis dire, les yeux sur ce monde en matière technologique, mais j'ai écouté beaucoup de disques. Alors, lesquels, maintenant, je ne saurais dire. Il y avait tout de même un monde sonore qui nous imprégnait, c'est certain. Et là où je parle nous parce que quand nous avons constitué cet ensemble d'instruments électroniques, nous l'avons constitué non pas sur le modèle direct des Pink Floyd, mais néanmoins, nous n'en étions pas loin puisque nous ne sommes pas directement inspirés des Pink Floyd, mais nous avons, comme je vous l'ai dit, examiné un à un tout leur matériel. Et nous avons racheté pratiquement, si je me souviens bien, le matériel des Pink Floyd en éliminant ce qui était redondant. Et quand j'ai vu cette exposition avec passion, rétrospective, 40 ans après, enfin... À la Cité de la musique. J'ai cherché, je me suis dit, mais qu'est-ce que nous avions et qu'est-ce que nous n'avions pas? Et voilà ce que je peux en dire aujourd'hui, car la mémoire est beaucoup plus récente. Eh bien, je peux dire que nous avions tout, sauf le fameux prophète, qui était enviable, enfin, que j'ai vu, mais nous ne l'avions pas. Et néanmoins, nous avions à peu près tout. Par conséquent, cela veut dire que du point de vue, il ne s'agit pas simplement d'influence musicale, d'influence technologique. Et nous avons fait quand même un bilan critique, systématique de cette musique populaire pour savoir quelles sonorités finalement nous pouvions en reprendre, comment les transposer, comment les reformuler dans un monde qui n'était pas le leur. Il s'agissait du monde quand même abstrait, il faut bien le dire, de la musique dite contemporaine ou savante. Est-ce qu'il y a une grande différence? Oui, dans le langage. Pour ce qui est du reste, non, dans le domaine des techniques. Dans le domaine du traitement du son dans l'espace, dans le domaine du fond de sonorité et du style de sonorité à la fois provoquant, rauque, déjà un peu désespéré. C'est un monde déjà noir. Ce n'est pas le monde des Pink Floyd, qui lui-même est beaucoup plus lumineux, mais dont au fond nous n'aurions rien tiré de très plausible dans notre monde. En revanche, le monde des Pink Floyd, oui, parce que les démarches étaient tout à fait comparables, qui sont celles de l'appropriation d'une expression qui peut être violente, mais qui peut être aussi utopique, car nous avons
il faut se souvenir que nous avons fait partie de la génération qui a conquis la Lune. Mais le monde de l'espace était absolument primordial chez tous, aussi bien chez les Pink Floyd que chez nous, que pour toute cette génération. Nous avons conquis, nous, je parle de cette génération-là, je n'y suis pour rien, mais deux choses fondamentales, la connaissance de l'univers, donc sont de nouveaux espaces, et la connaissance de l'infiniment petit, je ne parle pas de l'atome, mais je parle de l'ADN, donc la compréhension de la vie. Mais beaucoup de formes issues des modèles hélicoïdaux de la vie ont été transposées très méthodiquement en musique, en particulier par Murail, mais par beaucoup d'autres. Donc, il y avait un domaine qui dépassait, si vous voulez, le simple échange des Pink Floyd, de la musique populaire et d'un autre. Nous étions habités par, je pense, des préoccupations qui étaient absolument identiques et qui ont marqué notre génération, notamment pour ce qui est de la conquête de l'espace, voire de la connaissance de l'univers, et pour la conquête du vivant. Mais rendez-vous compte que, enfin, les années 70, on savait ce qu'était vraiment le vivant. Avant, nous ne le savions pas. Est-ce que vous vous rendez compte des mutations qu'il a fallu accomplir pour une cervelle humaine? Donc, je pense que toutes ces préoccupations nous ont été communes, ce qui a facilité tout à fait les échanges et les appropriations. Je veux dire une autre chose, malheureusement son nom m'échappe maintenant, mais assez ami avec le directeur du studio de l'Institut de sonologie d'Utrecht. Et un jour, nous parlons, c'était à l'IRCAM, et je lui demande, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la formation d'un DJ? Vous voyez, nous allions jusque-là. Qu'est-ce qu'un DJ aujourd'hui? Et il me répond, écoute, il y a sur la base aucune différence. Les études sont exactement les mêmes que celles d'un compositeur. C'est un compositeur, il a fait toutes ses études, il a fait l'électronique de pointe, il connaît l'électroacoustique. Maintenant, il touche à de nouveaux publics et de nouveaux modes d'expression, ça c'est d'accord. Mais un DJ, c'est un compositeur classique qui a-t-il bien ou mal tourné, je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'il n'y a pas de vraie différence. Et j'aimerais dire qu'avec le monde de la musique populaire pointue, qui était celui des Pink Floyd, il n'y avait pas tant de différence que ça. Sinon, celle qui est absolument fondamentale, nous vivions dans le domaine de l'écriture, non pas dans celui de la mémoire, non pas dans celui des grands concerts, de l'improvisation, etc. Et il s'agissait d'une histoire lente, séculaire, multiséculaire, que tout simplement, dans laquelle nous nous inscrivions tant bien que mal. Là, c'est la grande différence, oui. Et l'échelle des siècles, par les mêmes préoccupations tout à fait. Bien entendu. Il y a eu une phrase célèbre de Murail qui disait, non sans exagération et peut-être avec une part de provocation, mais il disait que le développement de la musique électroacoustique devait beaucoup plus au Pink Floyd qu'à Stockhausen. Et j'ai toujours retenu cette phrase. Oui, je le reconnais bien là. Oui, c'est le provocateur professionnel, Murail. Mais il y a du vrai au sens où le monde de Stockhausen est issu quand même du monde des studios
et d'une construction d'utopie sonore, alors que le monde des Pink Floyd, c'est le monde de l'effectivité, c'est le monde un peu de la rue, mais des affrontements immédiats. Enfin, chose que nous avons quand même bien connue. Il a fallu conquérir nos publics, nous déplacer. Enfin, ce sont des expériences même professionnelles, des expériences de public qui sont beaucoup plus comparables à celles des Pink Floyd. Oui, absolument, et qui vous relie aussi aux minimalistes américains, en ce sens où vous avez eu la tâche rude de constituer votre propre public au départ. Absolument. Et voilà, et les minimalistes ont fait exactement la même chose. Au départ, Steve Reich, Philip Glass étaient des chauffeurs de taxi et ils n'avaient pas de public. Voilà, ils n'avaient pas accès d'ailleurs à un quelconque soutien institutionnel. Donc il a fallu qu'ils construisent tout de A à Z. Et vous, avec l'itinéraire, on a fait la même chose. Et nous avons travaillé dans des tout petits théâtres, des endroits miteux. Et nous avons fait, je crois, fait des créations, je crois que Griset notamment, dans des ciné quasi porno de Montparnasse. Mais savez-vous que je suis allé, et c'était le même endroit, toujours Montparnasse, j'ai assisté à un concert de Steve Reich avec sa pièce pour six claves. Il a donné un concert à Montparnasse dont je me souviens très bien, parce que c'était d'un niveau professionnel, et notamment rythmique, absolument prodigieux, sans égal. Donc là, j'ai mesuré quand même, j'ai mesuré ce qu'était le niveau professionnel américain. Ça, c'est... Alors, bon, tous ces éléments. Donc, il ne s'agit pas simplement de mythologie. J'y étais à leur concert. Voilà, on va peut-être s'arrêter là pour la partie principale de l'entretien. J'aimerais à présent vous soumettre quelques questions qui viennent en fait de mes abonnés. J'avais en fait publié une annonce comme quoi j'allais vous interviewer et j'ai eu toutes sortes de questions. En fait, j'ai dit tout simplement qu'est-ce que vous auriez envie de demander à Hugues Dufour. Donc, je vais vous soumettre quelques questions. Voilà, libre à vous d'y répondre ou pas, voilà, selon vos envies. La première vient de Farina Vicinius qui demande quelle est l'origine du terme musique spectrale. Oh, c'est moi qui l'ai trouvé. Alors, l'origine, il faut replacer cette trouvaille dans le contexte. Nous avions un concert à Radio France où il s'agissait de présenter nos orientations esthétiques collectives, l'itinéraire en quelque sorte. Et donc, il s'agissait de trouver une expression, une sorte de dénominateur commun à nos travaux qui ne soit pas trop de type purement esthétique. Il fallait que ce soit un problème. Bon, j'ai trouvé le mot spectral parce que j'ai pensé que cela allait assez bien à tous, car c'était la préoccupation. Il s'agissait de différencier la structure des sons. Cette différenciation peut être harmonique, ce fut le cas à l'extrême de Muraille, un peu moins de Griset, beaucoup moins des nôtres, mais de mon cas. Mais le spectre, c'est une expression que j'ai tirée de Bachelard dans sa définition de la chimie quantique, etc. Il disait que finalement, toute structure aussi infime soit-elle a sa signature. Et sa signature, c'est son spectre. Alors maintenant, il y a combien de spectres finalement dans le domaine auditif? On en compte 7 et il n'y a
il n'y en a qu'un qui soit exploité dans la musique occidentale, c'est le spectre harmonique. Et on l'a relativement peu exploité, puisque on allait jusqu'au 15e harmonique. Nous avons grisé à pousser avec les techniques de l'époque jusqu'au 30e harmonique. Et j'ai pu, grâce à l'ordinateur, mais il y a quelques années, 5-6 ans plus tard, j'ai pu aller jusqu'au 40e harmonique en l'écrivant de façon correcte. Et donc, cela fait à peu près la totalité des cordes. Mais donc, vous voyez, le spectre, c'est une donnée acoustique, c'est une donnée d'écriture, il y a la correction d'écriture, c'est une conquête à la fois. Bref, mon idée est qu'il y en a 6 autres spectres. Et donc, ils ont été beaucoup moins explorés. Et quant à moi, j'ai donc exploré ces 6 autres spectres et j'ai essayé de les composer soit entre eux, soit avec le spectre harmonique. Voilà. Ensuite, pouvez-vous parler du rapport? Ça, c'est une question de Joe. Pouvez-vous parler du rapport, s'il existe, entre le spectralisme et le premier Chelsea? Oui, il y en a un, mais je ne suis pas compétent pour en parler. Mais Chelsea était l'un des dieux de l'itinéraire. Et donc, l'orientation continuiste de Murail vient de Chelsea. En revanche, Griset était beaucoup plus orienté sur Ligeti comme référence. Et moi, je peux dire, non, j'étais étranger à ces 2 options esthétiques, donc je ne peux pas m'inclure. Mais l'itinéraire a diffusé pour la première fois Chelsea en France. C'est le travail de l'itinéraire. Ensuite, Eric demande « Dans quelle mesure pensez-vous que la réception du spectralisme a négligé certains de ces aspects qui sont moins directement liés à l'analyse des spectres sonores, c'est-à-dire innovation au niveau de la forme, le temps musical, etc. » Cette question me paraît absolument pertinente et touche à l'essentiel du problème. On s'est rué sur certaines facilités opératives, mais les questions de fond ont été peu à peu effectivement oubliées au profit de recettes. Mais les questions de fond perdurent et je vois bien qu'elles persistent, elles réapparaissent. Alors ensuite, Bruno demande « Pourriez-vous décrire le rapport entre la philosophie et la musique ? Est-ce que votre formation en philosophie a joué un rôle dans le développement de la musique spectrale ? » Sans doute, mais pas direct. Le rapport traditionnel entre philosophie et musique, c'est un rapport d'amateur. Et il faut mettre un terme à ces philosophes qui font de la musique en amateur. Vous les connaissez, il y en a de grands philosophes. Mais il y a les musiciens, compositeurs qui font de la philosophie en amateur aujourd'hui, cela pullule. Mais le rapport devrait être professionnel et dans ce cas-là, il est difficile car il suppose 2 formations professionnelles au lieu d'une. Si vous voulez parler de ces rapports, c'est vraiment à l'infini. Je peux parler de 2 choses. J'ai trouvé une aide puissante en philosophie dans le domaine de la philosophie des sciences et de l'histoire des sciences, oui, car cela permet d'accélérer, si vous voulez, au lieu de tâtonner, comme le font les compositeurs, on peut aller beaucoup plus vite si on s'appuie sur des modèles épistémologiques ou des connaissances tirées des sciences. Oui, on gagne du temps, de la rigueur et de l'ampleur.
Quant au monde, oui, il y a des inspirations qui viennent de la philosophie et qui sont tirées alors très précisément de ce qu'on appelle la spéculation. Alors la spéculation en philosophie, c'est l'imaginaire philosophique proprement dit, c'est-à-dire vous inventez des mondes qui sont au-delà de l'espace et du temps. Donc qu'est-ce que la création ? Qu'est-ce que la Genèse ? Qu'est-ce que l'au-delà, la mort ? Toutes ces questions, effectivement, nourrissent la musique, mais la nourrissent de façon, là encore, argumentée, armée. Donc, on gagne du temps à ne pas passer par les problématiques du sentiment, des angoisses, etc. Enfin, voilà. Hugues Dufour, un immense merci d'avoir bien voulu accepter de participer à cet entretien. Merci à vous.